La campagne du référendum pour la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire s'est ouverte hier samedi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé tous les Ivoiriens à voter massivement pour le oui le 30 octobre prochain. 366 jeunes de la région de Beké prennent part à une formation en alternance baptisée Chantier École. Une mission de l'Agence française de développement s'est rendue sur le terrain pour s'imprégner du déroulement du projet qui se situe dans le cadre du CD2 Emploi Jeunes. La Cour de cassation égyptienne a confirmé hier samedi une peine de 20 ans de prison prononcée à l'encontre de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Premier verdict définitif pour l'ex-chef de l'État condamné dans plusieurs procès. Le magazine de ce dimanche 23 octobre va s'intéresser à la phase 2 du programme national d'investissement agricole. Notre invité est M. Koulibaly Noun, directeur général de la planification du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est bien ça, M. Koulibaly? C'est bien ça. Tout à fait. À tout à l'heure pour les échanges. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La campagne du référendum pour la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire s'est ouverte hier samedi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé tous les Ivoiriens à voter massivement pour le oui le 30 octobre prochain. Le compte rendu de Jérôme Kofi à Bolin. Oui pour une nouvelle constitution ivoirienne, celle de la Troisième République. C'est pour donner le temps que tous les oufouettistes, avec à leur tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui en est l'inspirateur, et son aîné Aimé Henri Konan Bédié se sont retrouvés ce samedi 22 octobre 2016. Le lieu choisi pour ce rassemblement est incontestablement le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien, leur père spirituel, comme à chaque grand événement. Et pour reprendre les mots du président Henri Konan Bédié, l'événement de ce jour en est un grand événement donc parce que censé assurer le bien-être de tous les Ivoiriens. Si nous sommes allés à l'indépendance un peu dans l'inconnu, cette fois-ci, nous entrons dans la Troisième République, nourris de l'expérience de plus d'un demi-siècle de vie commune, de gestion administrative et politique, bref, de vie de citoyens d'un pays moderne. La Constitution qui nous est proposée est un gage de paix et de stabilité qui redonne à l'Ivoirien sa dignité. Je vous invite donc, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, à approuver cette constitution qui, contrairement à ce que certains pensent, est destinée à assurer le bien-être de tous. Allez partout et comme à l'accoutumée, ramenez-nous un score sans appel qui sera la preuve de notre adhésion totale à la Troisième République. Abondant dans le sens de son aîné, le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à toutes les populations d'aller voter massivement oui au référendum du 30 octobre 2016 pour l'approbation de cette constitution qui, selon lui, représente une assurance vie. Quand on fait un travail exceptionnel, comme reconnu par la communauté nationale et internationale, nous devons avoir l'humilité de dire que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous en sommes conscients. Nous savons que malgré les acquis enregistrés, certains de nos compatriotes attendent encore de profiter des fruits de la croissance de notre pays. Si nous avons réussi cela, c'est grâce à l'union, à l'alliance des oufouettistes,
mais à l'union de tous les Ivoiriens, épris de paix. Et je demande que nous continuions d'être unis, d'aller de l'avant ensemble, tous unis, main dans la main. Vous savez, cette paix et cette stabilité n'est pas seulement une question économique et sociale, mais c'est également de renforcer les fondations de notre République. Et c'est pour cela que je vous ai proposé la Constitution de la Troisième République de notre pays. La Constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement. On va voter comment? On va voter comment? Oui, nous disons oui. Pour le président Alassane Ouattara, c'est une constitution pour l'égalité de tous, une constitution bien pensée qui vise à faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne se sente frappé d'ostracisme. Jérôme Kofi Abolin, parlons maintenant avec Viviane Ahmed de la mobilisation lors du lancement de cette campagne pour le référendum sur la nouvelle constitution. Les leaders et militants du RHDP étaient donc mobilisés, tous entendent voter 8 dimanche prochain lors de ce référendum. La mobilisation était au rendez-vous. Si le stade Houphouët-Boigny présentait encore une tribune inoccupée pour raison de travaux de réfection dans le cadre de la préparation des prochains Jeux de la francophonie, la pelouse et les grandes tribunes latérales comptaient des milliers de personnes. Hommes, femmes, adultes et jeunes venus manifester leur soutien au référendum du 30 octobre. Le RHDP a démontré une fois encore, ce samedi, sa capacité à rassembler ses militants, mais également ses leaders et responsables face aux défis du moment. Le président de la République, Alassane Ouattara, en parfaite symbiose avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, et avec à leur côté leur cadet, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Si d'aucuns avaient vite fait d'annoncer du suspense autour de l'adoption de la nouvelle constitution, au final, c'est uni que le RHDP affrontera le vote du 30 octobre. Ce samedi, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont donné le top départ de la campagne dans le camp du RHDP. Leurs épouses, Dominique Ouattara et Henriette Konan Bédié, les y ont accompagnés sur les sons entraînants des chansons de Mawa Traoré et Nguès Bonsens. Nous vous proposons avec nos différents reporters les réactions de participants au lancement de cette campagne pour le 8 lors du référendum du 30 octobre prochain. Nous les écoutons. Le texte, il est très bon. Tout le monde est d'avis qu'il fallait changer depuis l'Unias Marcoussi et le moment est arrivé pour qu'on change. Maintenant, ce que moi je demande aux uns et aux autres, c'est de prendre leur temps pour lire le texte. Dès que tu finis le texte, tu le votes. C'est vraiment l'assurance, une fois que ce sera voté, que nous allons avoir définitivement la paix et nous engager sur le chemin du développement. On se mobilise pour que la participation soit forte, pour démontrer l'adhésion du peuple ivoirien au changement. Le président de la République a donné le ton, le président Henri Konan Bédié l'a suivi et vous avez vu cette ambiance de mobilisation autour de ce texte. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous le 30 octobre. Nous sommes en train d'aller sur le terrain et vous verrez le résultat. Il s'agit d'aller défendre quelque chose qui est bien, qui fera du bien à ce peuple de Côte d'Ivoire. Il nous faut donc aller vers cette population. Je pense que c'est l'appel du président. Allez dire à cette population que cette constitution est bonne. J'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à voter massivement cette constitution et à démontrer par là leur esprit citoyen et leur sens de la chose publique et de l'unité nationale. Nous pensons que c'est un projet équilibré
un projet qui va dans le sens du maintien, de la stabilité du pays, de la continuité de l'État. Un projet qui prend en compte les femmes, les jeunes, l'avenir du pays et qui est extirpé de toutes les dispositions confligènes qui peuvent entraîner notre pays dans des crises. Cette constitution renforce des choses importantes, mais surtout l'article 34 qui consacre des droits certains pour les jeunes. Et les jeunes doivent s'approprier la nouvelle constitution. Le vote massif le 30 sera le vote massif des jeunes. La jeunesse ivoirienne gagne beaucoup avec cette nouvelle constitution. A commencer donc par son unité, l'union entre les Ivoiriens, a commencé aussi par la solidarité, la vraie fraternité que nous trace cette nouvelle constitution. Oui à la nouvelle constitution, oui à la Troisième République. Une constitution de paix, une constitution de stabilité, mais une constitution qui marque la victoire de la paix sur la violence, la victoire de la stabilité sur l'instabilité, une constitution qui va réconcilier la Côte d'Ivoire et donner le pas de l'histoire de l'émergence. Initialement prévu à la place Figayo à Yopougon, c'est finalement à la place CP1 que les partis de l'opposition réunis au sein du Front du Refus se sont retrouvés pour le meeting. Ils ne sont pas pour le oui, mais plutôt pour le non au prochain référendum sur la nouvelle constitution. Adama Kodé. 2 véhicules politiques lancés à l'assaut des populations ivoiriennes ce samedi 22 novembre 2016. Si ces 2 véhicules empruntent des sens opposés, le carburant reste le même, le projet de nouvelle constitution. Le premier véhicule transportant les partisans du oui au projet de nouvelle constitution et l'autre, les promoteurs du non. Et c'est dans la commune de Yopougon que l'opposition a décidé de battre le rappel de ses troupes pour dire non au projet de nouvelle constitution. Aux commandes de l'organisation, le Front du Refus avec à sa tête, entre autres, Daniel Boni-Clavry, Abdraman Sangaré, Mamadou Koulibaly, Odette Lorugnon, Anaki Kobena, Aipo Martial, et la coalition du non pilotée par Bamba Moriféré. À ces 2 organisations, il faut ajouter d'anciens candidats à la présidentielle d'octobre 2015, Nyangbo Kakou, Kwadjo Konan Bertin dit Kakabe, Konan Kwadjo Simeon KKS et Henriette Lagou. Initialement programmé à la place Figayo, c'est à l'espace CP1 que le meeting de l'opposition s'est tenu. Déjà à 10 h, cet espace affichait complet. Et lorsque les leaders arrivent à 14 h, le mercure monte d'un cran au sein des militants. Les orateurs se succèdent alors à la tribune pour passer leur message. L'échange entre les dirigeants et la population dure jusqu'à 16 h. Heure de clôture du meeting, mais surtout, pour les leaders du non, le top départ du sprint pour faire valoir leur opposition. Et nous allons au deuxième grand titre de cette édition. 366 jeunes de la région de Gbeke prennent part à une formation en alternance baptisée Chantier École. Une mission de l'Agence française de développement s'est rendue sur le terrain pour s'imprégner du déroulement du projet qui se situe dans le cadre du CE2 Emploi Jeunes. Nous allons suivre le reportage d'Abdoul Kader Segodogo de RTI Boaké. Pour la première phase du contrat de désendettement et de développement, CDD, un financement de 10 milliards 200 millions de francs CFA est destiné aux différents projets emploi jeunes. Dans la région de Gbeke, ils sont 366 jeunes, dont 164 femmes, à intégrer un projet dénommé Chantier École. Ce chantier école permet aux jeunes d'apprendre sur le même chantier les rudiments au niveau théorique et au niveau pratique. Ce projet actuel court jusqu'à la fin de l'année, décembre 2016, pour le lot de Boaké. Le chantier école est un lieu de formation en alternance pour les métiers du bâtiment. Une expérience que découvre une mission de l'Agence française de développement AFD venue de Paris. Il s'agit pour cette mission d'échanger avec les responsables et les bénéficiaires du projet pour comprendre son évolution. En toute évidence, la satisfaction est au rendez-vous. Je suis très impressionnée par tout le dispositif mis en place. C'est très encourageant de voir des jeunes qui étaient exclus du marché de l'emploi revenir sur le marché de l'emploi et surtout se former et avec de bonnes chances de trouver un emploi après cette première expérience. Des apprenants
qui ont une chance inouïe d'insérer le marché de l'emploi. Un jeune très motivé, déjà au bout du 2e, 3e mois, il commence à avoir une autonomie partielle, mais déjà après le 4e, 5e mois, il obtient une autonomie totale. Des apprenants fiers de leur nouveau statut. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est passionné, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Encore plus renforcer ce que je fais, ça peut pouvoir me permettre demain de gagner mon pain. Je me considère déjà comme électricien et plombier. Voilà, puisque déjà j'effectue des dépannages hors du chantier. Mon patron m'envoie aussi sur des chantiers extérieurs. Voilà, donc je m'en sors. Une visite d'un chantier d'environ 200 logements qui sert de lieu de formation à ces bénéficiaires du projet SE2D a mis fin à la mission de l'Agence française de développement AFD à Bouaké. Et tout à fait autre chose à présent, les populations de la commune de Mbengue, localité située à 70 km de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, ont reçu gratuitement des médicaments de la part d'une organisation non gouvernementale, ONG, qui à cette occasion a procédé à des séances de consultation gratuites. Vénon Seman Niamien. L'ONG internationale FIST, au secours des populations de la commune de Mbengue, elle a initié des séances de consultation et de distribution gratuite de médicaments. Au cours de cette séance, les populations ont bénéficié de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle, de la cataracte et des IST. Le maire de la commune de Mbengue, qui était aux côtés de ses administrés, a traduit sa gratitude à l'ONG internationale FIST avant d'inviter les populations à fréquenter les centres de santé afin d'éviter l'automédication qui est à l'origine de plusieurs cas de décès dans la localité. C'est une opération qui va faire date en Mbengue. Pour ceux qui souffrent, j'espère qu'ils vont être soulagés un temps soit peu à travers cette initiative. Tout en exprimant leur reconnaissance à l'ONG internationale FIST, les populations ont plaidé pour l'équipement des différentes structures sanitaires de la localité. Au cours de cette cérémonie, plus de 800 personnes ont bénéficié de consultations gratuites. Les personnes souffrant de la cataracte, quant à elles, seront prises en charge gracieusement dans un centre hospitalier à Abidjan. Autre information, et sachez que le village de Nandibo remporte le prix vert lors de la 2e édition du concours lancé par l'Office ivoirien de parcs et réserves OIPR dans le village de Nandibo 1. Il vise la conservation du parc national d'Azagny. Reportage Honorine Kakoubla à Nigori. La première étape du concours prix vert, institué depuis 2015 par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, vise à amener les habitants de la douzaine de villages riverains à respecter les prescriptions en matière de protection des parcs nationaux et réserves naturelles, en général et en particulier le parc national d'Azagny. Ce sont entre autres l'interdiction du braconnage, de l'orpaillage, de l'exploitation agricole et le prélèvement de produits forestiers. Pour avoir respecté au mieux ces critères de sélection qui ont été établis par la commission placée sous la présidence de Benoît Koné, secrétaire général de la préfecture de Grand Laou, le village de Nandibo 2 a remporté le prix vert avec 90 points sur 100. C'est Jean-Baptiste Zamélé, préfet du département de Grand Laou, président de la cérémonie, qui a remis le prix à Charles Tano, chef de village. Il s'agit d'un trophée, d'une enveloppe de 100 000 francs, d'un kit de salubrité et d'un tricycle d'une valeur d'1 million de francs CFA. La deuxième étape a consisté en l'organisation d'un tournoi de Maracana qui a permis à l'équipe du village de Boyo de sortir victorieuse au détriment de celle de Amessan Nguessandon sur le score de 3-1. Le préfet du département de Grand Laou et le colonel François Ngorandje, directeur technique représentant le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, ont saisi ces opportunités pour exhorter la population à protéger le parc national d'Azagny. Les réseaux sociaux en ligne entre sociabilité, intimité et écriture de soi, problèmes et histoire des nouvelles transparences, c'est le thème du colloque international sur ces nouveaux médias qui se déroule à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ici même à Abidjan. L'objectif de ce colloque est de susciter différentes réflexions sur les changements apportés par la toile dans le domaine des relations humaines. Et c'est un reportage de Issaïeo Tchona. Un colloque international sur les réseaux sociaux en ligne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette rencontre intellectuelle, prévue sur 3 jours,
vise à susciter différentes réflexions sur les changements apportés par la toile dans les relations humaines. Cette révolution-là du numérique apporte un certain nombre de bouleversements au plan de la sociabilité, au plan de l'intimité, au plan de la présence de l'individu au monde. Et il était question que la Côte d'Ivoire prenne un leadership en matière de recherche sur cette question-là des réseaux sociaux. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, le représentant du parrain dénonce toutefois sa mauvaise utilisation. Les sites de réseautage social engendrent un excellent lien de proximité permettant ainsi aux internautes d'interagir sereinement. Toutefois, ne nous voilons pas la face. De nombreuses dérives liées au fonctionnement des réseaux sociaux existent et tendent à jeter l'opprobre sur ces outils numériques. Ce colloque international ayant pour thème les réseaux sociaux en ligne entre sociabilité, intimité et écriture de soi, problèmes et histoire des nouvelles transparences sera marqué par 10 panels. Des journalistes africains à Dakar pour une formation sur la promotion du dialogue et de l'échange culturel. Et cette formation est initiée par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, a porté sur l'utilisation des médias dans la promotion de la culture. Koné Pargasoro. Ces journalistes sont venus du Mali, du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Ils sont formés sur l'utilisation des médias africains dans la promotion du dialogue et de l'échange culturel. Une initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO en collaboration avec le bureau de coordination du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles COMIAC et l'Islamic Broadcasting Union. L'objectif de cet atelier, tenu dans la capitale sénégalaise, est de sensibiliser les journalistes africains sur l'importance de l'utilisation des messages médiatiques dans la correction des stéréotypes sur l'islam et les musulmans. C'est un programme très vaste qu'on travaille dans les pays membres, en Afrique, à la région arabe et aussi en Europe, et qui vise justement à impliquer les journalistes, à bien moduler leur message médiatique pour justement sensibiliser les jeunes que ces gens-là ne représentent pas l'islam. Les participants, eux, se réjouissent de la tenue de cet atelier de sensibilisation. Nous avons appris donc pour mieux traiter le stéréotype, il faut souvent comprendre l'autre. On nous a montré les manières de pouvoir combattre ces stéréotypes-là, de faire en sorte que les préjugés que les gens ont de la religion, qu'on puisse permettre aux gens de changer de leur manière de pouvoir regarder la religion islamique. Plusieurs recommandations ont été faites à l'intention des journalistes africains dans le domaine du dialogue culturel en vue de permettre la création par l'ISESCO d'une presse sous-régionale pour la promotion de l'islam. Au terme de cet atelier, les participants ont reçu des mains des responsables de l'ISESCO des certificats de participation. Le groupe évangélique des militaires assimilés des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a organisé une journée nationale à la gloire du Seigneur. Le groupe a profité de l'occasion pour faire le bilan des actions sociales menées par cette organisation. Un reportage, Issaïeo Chona. Une journée nationale pour célébrer les militaires évangéliques et assimilés de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Instituée depuis 2006 par le groupe évangélique des militaires et assimilés des Assemblées de Dieu, GEMASI, cette journée qui a lieu dans le mois d'octobre chaque année vise à évangéliser, édifier et accompagner spirituellement les hommes et femmes en uniforme. Tout en saluant la mobilisation des fidèles chrétiens, le président du GEMASI, Lazarien, exhorte chaque président de région à identifier ses membres en vue de l'expansion du mouvement. Il n'est pas aisé en tant que corps habillé, en tant que policier, militaire ou gendarme, de vivre sa foi. Mais nous voulons affirmer que l'on peut allier spiritualité, foi et professionnalisme. C'est pour cela que nous voulons motiver tous nos membres à être des modèles à leur lieu de travail. Autre volet important de ce rassemblement, la remobilisation des fidèles après la grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Au nombre des actions, Lazarien indique que le GEMASI soutient, encourage les programmes d'évangélisation locale et fait la promotion des actions sociales qui participent à l'épanouissement de ses membres.
Nous vous le disions dans nos titres, la Cour de cassation égyptienne a confirmé hier samedi une peine de 20 ans de prison prononcée à l'encontre de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi et premier verdict définitif pour l'ex-chef de l'État condamné dans plusieurs procès. Rappelons que Mohamed Morsi avait été condamné en avril 2015 pour sa responsabilité dans des affrontements meurtriers qui ont éclaté à l'extérieur du palais présidentiel durant sa seule année au pouvoir. Au large de la Libye, dans la journée d'hier samedi, environ 2400 migrants ont été secourus lors d'opérations souvent difficiles. 14 corps ont été récupérés sans vie. Une dizaine d'entre eux, dont 4 enfants, se sont retrouvés à la mer lorsque leur canot a pris l'eau avant l'aube. Ici, en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, le secteur de l'élevage connaît un essor. Pour maintenir ce développement, les meilleurs éleveurs de l'année 2015 ont été récompensés. La Côte d'Ivoire, autosuffisante en protéines animales d'ici 2020, c'est possible. Et le gouvernement s'emploie à relever ce défi. Dans cette dynamique, il est soutenu par de nombreuses initiatives personnelles, suivies à travers des activités d'élevage dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Pour encourager ces initiatives, un concours est organisé. Il s'agit du prix Koudis Award de l'élevage, une deuxième édition pour inciter les acteurs du secteur de l'élevage à l'excellence. Au cours de cette édition, ce sont 15 candidats qui ont été distingués sur 431 participants. Une distinction qui réjouit ces éleveurs dans les domaines du poulet, du porc et du lapin. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs. Pour les initiateurs, cette action s'inscrit dans la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont promis des séances de formation des acteurs de l'élevage pour accroître leur production. Une séance de formation qui sera soutenue par leur partenaire hollandais. Marcel Koumi, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Adjoumani Kobenan Kwasi, a salué l'initiative du promoteur du concours Koudis Award de l'élevage pour le développement de ce secteur. C'est pourquoi il appelle à l'éveil des consciences pour le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Et c'est un commentaire de Kwasi et Mamadou. Le prix du kilogramme du cacao connaît une hausse de 100 francs CFA au cours de cette campagne 2016-2017 par rapport à la campagne précédente. Les producteurs de la zone de Yamoussoukro sont sensibilisés sur les nouvelles dispositions de commercialisation du cacao. Soro Corona Abdoul Kader Segodogo, RT Boaké. Depuis le 1er octobre dernier, la campagne de commercialisation du cacao au titre de l'année 2016-2017 a été officiellement lancée. Pour cette campagne, le prix du kilogramme connaît une hausse de 100 francs CFA. Dans les zones de production, les délégations régionales du Conseil Café-Cacao multiplient les séances de sensibilisation pour le respect de ce prix. À Yamoussoukro, les producteurs, les sociétés coopératives et autres acteurs de la filière se sont retrouvés en ce début de campagne de commercialisation. Au centre des échanges, les nouvelles innovations, la péréquation du transport, un système de répartition des charges liées aux frais du transport qui vient soulager les acheteurs des zones de production reculées des ports d'Abidjan et de San Pedro. L'innovation concernant la qualité du cacao a été également expliquée aux acteurs de la filière. Les meilleurs producteurs et sociétés coopératives ont été récompensés pour leurs résultats de l'année dernière. Je dirais à mes jeunes frères que la terre ne trahit pas, qu'il faut se mettre au travail. Par rapport au prix même que le président vient de donner, en tout cas à 1100 francs, j'exhorte beaucoup les jeunes à se mettre au travail. Il a été demandé aux producteurs et aux sociétés coopératives de contrôler le taux d'humidité et de moisissure. Au titre de la campagne précédente, la zone de Yamoussoukro a produit 46 000 tonnes de cacao et 900 tonnes de café. Le magazine de ce dimanche 23 octobre va s'intéresser à la phase 2 du programme national d'investissement agricole. Notre invité est M. Koulibaly Noun, directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. M. Koulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour parler de phase 2, c'est qu'il y a eu la première phase. Quand est-ce que le premier PENIA a été conçu? Son exécution a débuté quand? Alors, la première phase du programme national d'investissement agricole de PENIA a
été finalisé, j'allais dire, autour du mois de août 2016. Donc nous avons travaillé entre janvier 2012 et août 2012 pour finaliser ce programme avec tous les acteurs du monde agricole qui étaient associés à sa formulation. Alors, nous avons commencé la mise en œuvre donc à partir de septembre, après que le gouvernement ait adopté ce programme. Et ça doit prendre fin quand? Alors, il doit prendre fin en principe en 2017, mais déjà, nous voulons commencer à élaborer la phase 2 à partir de maintenant jusqu'à mars 2017. En attendant le bilan à mi-parcours, si on peut le dire, avant 2017, avant fin 2017 justement, le bilan à mi-parcours. Alors, avant le bilan déjà à mi-parcours, chaque année, il faut dire que nous faisons un bilan de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. Nous avons donc fait un bilan en 2013, 2014 et 2015. Alors, ce que ce bilan montre en réalité, c'est que les objectifs que nous avions assignés au programme national d'investissement agricole sont atteints, notamment en ce qui concerne la production. Nous avons voulu augmenter en réalité la production de façon substantielle entre 2012 et 2015, ce qui a été le cas, puisque nous sommes passés de 11 millions de tonnes pour ce qui est des productions vivrières, de 11 millions de tonnes en 2012 à plus de 17 millions de tonnes produites en 2015. Alors pour ce qui est des cultures de rente, nous sommes passés de moins de 4 millions de tonnes à pratiquement 6 millions de tonnes en 2015. Donc les objectifs véritablement ont été atteints puisque nous avons augmenté substantiellement les productions. Alors allez-y. Oui, après la production, il y avait un autre objectif qui est absolument important, c'était l'objectif de pouvoir réduire la pauvreté dans le monde rural. J'allais justement vous le demander, est-ce que cela a servi aux populations rurales? Oui, cela a servi véritablement parce que la pauvreté, quand vous regardez entre 2008 et 2015, si vous prenez 100 personnes en Côte d'Ivoire, en 2008, vous avez à peu près 62 personnes qui vivaient en situation de pauvreté. Mais en 2015, quand vous prenez 100 personnes, vous avez juste 50 personnes qui sont en situation de pauvreté au niveau du monde rural. C'est donc une réduction substantielle. Je dois signaler que c'est la première fois depuis 1998 qu'on observe que la pauvreté est diminuée en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été le cas. Ce ne sont pas que des chiffres, M. Koulibaly. Ce ne sont pas que des chiffres. C'est vérifiable sur le terrain. Sur le terrain, c'est vérifiable. Nous avons, dans le cadre de nos activités de suivi, dans le cadre de regarder est-ce que la production et les revenus que les producteurs ont réellement enregistrés, est-ce que vraiment ça a eu un impact sur leur quotidien? Et tous les produits, enfin, la plupart des producteurs que nous avons rencontrés, en tout cas ceux qui sont bénéficiaires de nos projets, sont confiants et nous ont dit oui. Nous, aujourd'hui, on peut envoyer nos enfants à l'école. Aujourd'hui, on peut s'alimenter correctement. Aujourd'hui, effectivement, on peut soigner nos enfants et même prendre en charge aussi nous-mêmes et nos familles. Donc, ça a eu des effets énormes sur le terrain. Très bien. Le PENIA 1 a coûté combien à la Côte d'Ivoire et à ses partenaires? Le PENIA 1, le coût total était de 2040 milliards de francs CFA. Jusqu'à fin 2015, nous avons mobilisé 64% de ces ressources. Et ce sont ces ressources-là qui ont permis d'atteindre tous les objectifs que nous étions assignés. Très bien. Alors, nous allons parler maintenant du PENIA 2, mais avant, nous allons suivre ce reportage de Sita Soro. 5 652 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a été allouée au monde paysan en 2015. Ce, dans le cadre du programme national d'investissement agricole dénommé PENIA 1. Un programme pour recapitaliser les ménages agricoles afin de lancer à nouveau la dynamique de la production agricole et donner des revenus décents aux paysans. Ce PENIA 1 a permis l'augmentation de la production agricole avec plus de 17 millions de tonnes de produits vivriers en 2015 contre 11 886 en 2012. Au niveau des cultures de rente, la production est passée de 4 900 000 tonnes environ en 2012 à plus de 5 900 000 tonnes en 2015. Des performances qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. La deuxième phase du PENIA, qui rentre en vigueur en 2017 pour 5 ans, a été lancée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Il souhaite pour cette phase une intégration des questions de production avec maîtrise totale de l'eau. Il veut faire également de la mécanisation agricole, de la formation professionnelle, de la commercialisation et de la valorisation des produits agricoles sur place, une priorité.
Cette seconde phase a pour but d'aboutir à la transformation structurelle de l'économie agricole de la Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly, il y a eu le PENIA 1, le PENIA 2 a été lancé. Le PENIA, c'est le Programme national d'investissement agricole. Au rappel à nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, qu'est-ce que le PENIA 2 va apporter de plus par rapport au PENIA 1? Okay. Il faut dire qu'au niveau du PENIA 1, ce que nous avons fait, c'était vraiment de canaliser nos efforts sur l'augmentation de la production, notamment en donnant des appuis en termes d'outils de production et puis en termes, bien entendu, de semences aux producteurs. Aujourd'hui que nous avons réussi effectivement à booster la production, nous voulons que le PENIA 2 regarde surtout les questions de transformation de nos produits agricoles sur place. Cela va sans dire qu'il faut un certain nombre d'accompagnements qu'il faut donner aux producteurs et aussi au secteur privé pour que cette transformation sur place puisse avoir lieu. Donc déjà, vous avez vu dans l'élément, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis le cap sur la mécanisation pour permettre toujours d'avoir de grandes productions et aussi des productions de qualité, a mis le cap également sur l'irrigation pour que, bien entendu, on ne soit pas toujours à la merci des eaux de pluie à cause du changement climatique, bien entendu. Et donc, tous ces éléments-là seront mis dans un système que nous allons appeler système d'agropole, qui va permettre effectivement de pouvoir vraiment arriver à un changement structurel de notre agriculture. Vous avez parlé du système d'agropole, nous allons y revenir. Alors, cette politique agricole est prévue pour combien d'années? J'ai cru entendre par notre reporter 5 ans. 5 ans, c'est pas peu. Déjà 5 ans, on revient à PENIA 2, on va arriver à des PENIA 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Alors, le PENIA 2 sera formulé pour la phase 2017-2025. 2017-2025, pour cette période, jusqu'à 2025. Tout à fait. Mais la mise en œuvre va se faire par phase successive sur un glissement de 3-5 ans. Voilà. Alors, donc, on ne va pas parler de budget maintenant, puisque là, les études sont en cours. Alors, nous sommes effectivement, c'est le lancement qui a été fait actuellement. Il faudra attendre fin 2017. Il faudra attendre que nous finissions, bien entendu, tout ce qui est bilan, etc., pour sortir un budget. Très bien, mais en attendant, les études sont en cours. Alors, les étapes du PENIA 2. Oui, la première étape sera effectivement de faire un bilan consolidé jusqu'à fin 2016. Ce bilan consolidé va être validé par tous les acteurs, donc les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, les acteurs du monde rural tels que les OPA, donc les organisations professionnelles agricoles, et puis bien sûr l'administration agricole. Une fois que nous sommes tombés d'accord sur les performances du secteur agricole et bien entendu sur ce qui n'a pas bien marché lors de PENIA 1, en ce moment-là, nous allons passer à l'étape 2. L'étape 2, ce sera vraiment de regarder quels sont les défis, quelle est la vision qu'on veut donner à l'agriculture de Côte d'Ivoire, et puis on passera alors à l'étape 3. L'étape 3 sera l'étape de la planification. C'est en ce moment-là qu'on formule, qu'on élabore le document du Programme national d'investissement agricole phase 2. Et lui, à cette étape-là, on va définir les programmes et surtout les actions prioritaires que nous allons mener sur le terrain. Après cette étape 3, va suivre l'étape 4 qui consiste bien entendu à ce que le gouvernement valide ce document en conseil de ministres avant qu'on en fasse une table ronde. Alors le PENIA, au niveau du PENIA 1, les travaux ont été suivis. Également au niveau du PENIA 2, les travaux vont être suivis. C'est ça, exactement. Alors la stratégie mise en place. Ok. Au niveau avec certainement les autres ministères. Oui. Au niveau du PENIA 1, ce que nous avons fait, c'était de mettre en place ce qu'on appelle des cadres paritaires de suivi et évaluation de nos projets, notamment avec le secteur privé. Parce que les projets du secteur agricole ne se sont pas limités uniquement à la production agricole et la commercialisation en tant que telle, mais il y avait également l'aspect du développement rural. Donc, qui consistait à pouvoir mettre en place un certain nombre d'infrastructures rurales, notamment les infrastructures de base, les écoles, les centres de santé, l'adduction en eau potable, l'électrification rurale. Donc, il fallait mettre en place des comités pour pouvoir suivre cela sur le terrain et alerter, bien entendu, les différentes parties prenantes dans l'exécution de ces activités-là. Et est-ce que cela a fonctionné? Cela a fonctionné puisque nous sommes arrivés effectivement à électrifier au cours de 2012-2015, nous sommes arrivés à électrifier 30 villages. Nous sommes arrivés à mettre en place au niveau des pompes
et au niveau des forages, près de 2500 pompes et forages au niveau des différents villages bénéficiaires des projets. Nous avons construit près de 350 écoles au niveau des projets également, et puis construit aussi des centres de santé. Ça a vraiment fonctionné et les résultats, effectivement, ont été présentés à plusieurs occasions devant nos autorités. Alors justement, M. Koulibaly, quelle est l'implication des populations lors du déroulement de ce programme, le premier d'abord et puis le prochain qui arrive? C'est ça. Alors pour le PNIA 1, l'implication des populations s'est faite à travers, bien entendu, des sessions de sensibilisation que nous avons menées avec nos structures qui sont sur le terrain, notamment ANADER et FIRCA et autres, des sensibilisations que nous avons menées également avec nos directions régionales sur le terrain, pour permettre à ce que, lorsqu'un projet est installé effectivement dans votre région, dans votre zone, que vous puissiez savoir comment appliquer effectivement à ce projet et comment bénéficier des appuis de ce projet. Et je puisse le dire, partout où nous sommes passés, les projets, en tout cas, il y a un engouement au niveau des populations qui se sont fortement impliquées. Et bien entendu, nous sommes passés avec les autorités locales, les préfets, bien entendu, et puis les conseils et les maires. Nous les avons également mobilisés pour que dans leur région, ils puissent prendre part à l'exécution de ces projets et puissent alerter également l'administration centrale lorsqu'un de ces projets-là n'avance pas bien. Et ils ont été tous coopératifs à ce niveau. Pour le PNIA 2, nous souhaitons que toutes les populations du territoire rural soient impliquées effectivement dans la phase de formulation du PNIA 2. Cela va se faire comment? D'abord, nous allons passer à travers les préfets, nous allons passer à travers les maires, nous allons passer par le biais de nos directions régionales, et il y aura des missions éclatées qui vont aller sur le terrain dans les régions pour pouvoir échanger avec les populations, prendre leurs besoins réels et voir aussi avec ces populations qu'est-ce qu'ils ont reproché à la phase 1 du PNIA et comment on peut améliorer bien cela pour une meilleure capitalisation pour l'élaboration du PNIA 2. Monsieur Koulibaly, vous avez parlé de l'agropole, le sens de ce concept. Comment est-ce que ça va fonctionner réellement? Alors, l'agropole, ce sera une aire géographique homogène dans laquelle nous allons mettre en œuvre de façon intégrée tous les pans qui concernent l'agriculture. En amont, nous allons commencer avec tout ce qui est infrastructure agricole dans cette aire géographique. Nous allons les réhabiliter, nous allons en créer de nouveaux, faire en sorte que effectivement le producteur puisse être à l'aise pour toujours produire davantage et également pour produire la qualité. Une fois que on a assis en amont la production, en ce moment-là, en aval, nous allons organiser des réseaux d'entreprises privées et qui vont s'installer dans cette aire géographique et que nous allons également appuyer pour leur permettre de transformer sur place la production qui sort de cette aire géographique. Alors, ce système d'agropole donc intègre en amont et en aval toute la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la transformation, y compris tous les aspects de commercialisation de ces produits. Un exemple concret, la production de mangue à Korogo par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette localité de la Côte d'Ivoire? Si la zone de Korogo est retenue comme une zone d'agropole, en ce moment, il y a un certain nombre de cultures phares dans cette zone. Il y a la mangue, il y a l'anacarde, il y a le coton, il y a le riz, etc. Si on prend le cas de la mangue, la première chose, c'est de mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent de faire la conservation de cette mangue-là. Donc nous avons commandité une étude qui est en train de regarder quelles sont les capacités de conservation qui sont déjà installées et comment est-ce qu'on peut améliorer cette conservation. L'étude est en cours. Après cela, on va regarder le système de transformation. Comment on peut installer ou inciter des entreprises privées à pouvoir s'installer dans cette zone-là pour faire la transformation. La délicatesse avec la transformation de la mangue est que c'est un produit saisonnier. De telle sorte que si vous installez une usine, il faut qu'elle puisse transformer non seulement la mangue, mais d'autres produits. Donc nous allons regarder les autres produits qui peuvent être transformés dans cette usine pour ne pas qu'à un moment donné, l'usine tourne à vide. Donc c'est tous ces travaux-là que nous sommes en train de regarder pour mettre en place les différents agropoles. Ça sera vraiment des cultures spécifiques, aire géographique par aire géographique.
Au niveau du sud, de l'est, de l'ouest, il y a le café cacao. Alors, vous avez parlé des privés. Alors, pour qu'un privé s'installe, il faut des facilités, il faut des garanties. Est-ce que vous avez prévu tout cela? Alors, pour qu'un privé s'installe, il y a plusieurs éléments. Effectivement, si vous vous installez et que vous venez vers nous, bien entendu, nous, ce que nous regardons dans un premier temps, c'est est-ce que votre projet, en plus de faire des revenus pour vous, de faire des profits pour vous, est-ce que votre projet sera bénéficiaire aux populations de la zone dans laquelle vous êtes installé? Si tel est le cas, en ce moment, l'État vous accompagne avec un certain nombre de facilités pour vous permettre de réaliser votre investissement dans le secteur agricole. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, M. Koulibaly, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Restez avec nous sur RTI 1.